Donc, je suis Sabine Bottin-Rousseau de Sorbonne Université et je suis coordinatrice de l'enseignement à distance à la Faculté des sciences et ingénierie. Du coup, Manuel Majada, secrétaire général initial. Donc, à la Faculté des sciences et ingénierie, nous avons de l'enseignement à distance depuis de très nombreuses années. Et en particulier, nous avons comme particularité, ce qui est le cas à Sorbonne Université, d'avoir une licence en première année pluridisciplinaire. Et ensuite, nous proposons à distance une licence de mathématiques et de physique et un master de mathématiques et de physique. Et nous avons en tout environ 600 étudiants. Voilà. Et pour contextualiser un petit peu cette présentation, nous n'avons pas de module M0 pour le jargon, et donc pas de module de méthodologie universitaire dans notre cursus. Et comme autre particularité à Sorbonne Université, notre enseignement à distance, proposé donc purement à distance pour tous nos étudiants empêchés dont on a pu discuter ce matin, avec tous les types de particularités, est strictement le même que pour nos étudiants en présence. Voilà, donc c'est comme ça que on est venu à discuter avec Manuel, parce qu'on collabore déjà sur d'autres projets plus disciplinaires entre Sorbonne Université et Uniciel, et on est venu à discuter de cette problématique donc de méthodologie universitaire. Tout à fait. Pour la petite histoire, au niveau d'Uniciel, on est au départ, on est toujours d'ailleurs très disciplinaire et très ancré sur la production de contenu disciplinaire. Et donc, on s'était dit, mais ça fera peut-être l'objet d'une présentation que je vais faire tout à l'heure avec Carole Charles et Stéphane Duvache, que c'est intéressant de mutualiser entre centres de téléenseignement et UNT sur la production et les ressources, évidemment. Et dans ce cadre-là, on a, comme le disait Sabine, on travaillait ensemble donc, sur la production de cette fameuse licence, notamment physique. Et il se trouve que, pour diverses raisons, on s'est intéressé à la problématique de la méthodologie de travail universitaire. Alors, on avait fait l'état de l'art, il y avait beaucoup de littératie numérique avec les centres de documentation, il y avait beaucoup de choses autour du projet personnel et professionnel qu'on oublie souvent, qui sont aussi très intéressantes, et relativement peu de choses du point de vue méthodologique à l'époque en termes de support. Donc, à l'époque, on avait produit un premier pavé sur le sujet et on avait fait, contrairement à ce que fait Tours, qui est assez différent et peut-être mieux d'ailleurs, un module d'auto-formation, entre guillemets, plutôt orienté sur des fiches. Alors qu'à Tours, vous avez vraiment une scénarisation et on est vraiment sur un cours total. Donc, c'était plutôt, si on n'a pas de cours, on a au moins cette solution, pour simplifier sur le sujet. Ça a plutôt bien marché, notamment, malheureusement, à cause de la pandémie, les associations étudiantes vous ont demandé de le mettre en ligne, un spécial Covid, avec des petites références du genre quand tu es dans ta chambre, ne travaille pas que sur ton lit, sur ce genre de choses. Je resitue un peu tout ça. Je resitue aussi un petit aspect qui pourra peut-être vous intéresser pour lier aussi ce qui s'est dit sur Tours. Du coup, on est en train d'en produire un spécifique MTU ASPI, entre guillemets, où ça nous donne une espèce d'expérimentation sur l'accessibilité. Et c'est assez remue-ménage, et je conseille à tout le monde de faire cet effort de passer par l'accessibilité. Ça fait vraiment progresser pédagogiquement. Il y avait des choix pédagogiques qui ont été complètement affirmés quand on a repensé l'accessibilité. Je le cite comme ça. Tout ça pour vous dire que du coup, on est arrivé ensemble, et nous, on est arrivé avec un produit tout fait. Simplement, c'est-à-dire, voilà, produit tout fait, mutualisé, tiens, prends-le. Sauf que, malheureusement, je vais passer formation à distance. Donc, il va passer formation à distance. Comme Sabine, je sais que ça ne va pas si bien que ça, que ce qu'on fait pour la formation initiale n'est pas forcément si simple que ça à reproduire pour la formation à distance. Notamment, et c'est ce qu'on vous a mis, ce que vous connaissez par cœur ici, la distorsion des unités de temps, de lieu et d'action, nous oblige à penser différemment et à structurer, à avoir encore plus de structure. Tout à l'heure, vous évoquiez l'autodidaxie, qui est souvent quand même une composante forte des gens qui réussissent la formation à distance. Mais là, clairement, c'était... je veux pas, c'est très particulier, mais une licence en sciences, c'est quand même, à distance, c'est quand même
beaucoup de travail. Voilà. Toutes les licences, hein, bien sûr. Mais là, vraiment, parce qu'il y a un élément clé que vous avez un peu recité, je pense, au niveau de la présentation sur le... J'ai plus le nom de structure, c'est moi, sur la Suisse. C'est cette notion d'andragogie, d'adultes, en fait, en reprise d'études. Donc, de gens qui ont forcément un peu perdu l'habitude du métier d'étudiant, ou quand ils l'avaient, ce n'était pas l'habitude de la formation à distance. Donc, ils doivent retrouver un mode d'emploi. Et c'est là où, du coup, on a commencé les échanges avec Sabine. On passe peut-être sur... Voilà, et donc on a commencé à réfléchir et à discuter un petit peu du public. Donc, c'était vraiment la première présentation de ce matin avec votre retour sur vos étudiants en Suisse. Je pense qu'on a vraiment le même type de profil, donc des gens qui sont relativement âgés par rapport aux étudiants standards en présentiel, extrêmement divers. On a des étudiants qui ont un métier, des étudiants qui font des doubles cursus, donc extrêmement occupés, la plupart avec des familles, des enfants, et pour lesquels, évidemment, leur formation, même si c'est une formation initiale, est souvent le troisième ou dernière chose dans leur liste de priorités, même si ils s'y sont engagés pleinement de leur plein gré et qui souhaitent réussir. Et donc, une des premières choses qu'il fallait modifier par rapport au module dont on s'est servi et qu'on a souhaité modifier, c'était le tutoiement, hein, on s'adresse à des adultes, la forme, le fond de certaines choses qui n'étaient pas du tout adaptées par rapport au type de questionnaire. Donc voilà, on est parti d'un petit peu de l'état des lieux de la typologie d'étudiants qu'on avait, de notre formation, et on a passé en revue cette méthodologie, enfin tous ces modules, on a revu l'ensemble. Et quand on a trouvé qu'on avait quelque chose d'un petit peu abouti, eh bien, on a voulu le faire tester à nos étudiants. Et donc, on a trouvé deux étudiants tests, et un petit peu la question qu'on avait, en fait, c'était de se dire, est-ce qu'on va proposer ce module uniquement à nos étudiants de L1, ou est-ce que ce module peut aussi intéresser finalement tous nos étudiants, même en L3 ou en master. Et donc, on a pris un étudiant de L1 et un étudiant de L3. Donc, on n'a pas choisi ces étudiants au hasard, évidemment. On a demandé, j'ai demandé à mes secrétariats de trouver des étudiants qui étaient un petit peu actifs, parce qu'on voulait qu'ils testent entièrement le module, hein, qui comprenait évidemment beaucoup d'activités. Donc, il fallait des étudiants motivés. Donc, on a contacté ces étudiants, ils ont accepté de jouer le jeu, ils étaient plutôt surpris mais contents. On a eu un très long échange une fois qu'ils avaient complété le module. Et donc, suite à leur retour, ils nous ont fait des suggestions d'aménagement, avec des choses assez pertinentes, alors notamment sur la question de l'agenda. Ils souhaitaient avoir un agenda mensuel. Donc, une des choses qui est très importante, c'est l'organisation. Donc, une autre spécificité de notre formation, comme je vous disais, elle est exactement la même qu'en présentiel, c'est-à-dire que depuis 4 ans, on a une formation qui est semestrialisée aussi pour les étudiants à distance. Donc, pour ceux qui ont un métier prenant, ça peut être beaucoup plus compliqué de s'organiser sur le semestre, parce que quand ils ont des déplacements ou des choses comme ça, ils sont obligés de tenir un calendrier, il y a des devoirs à rendre, des TP, etc. Ils ont quelque chose quand même qui est assez chargé, avec une fréquence élevée de rendu de choses. Et donc, toute la question de gestion du calendrier qui est largement abordée
abordée dans le module est assez importante. Donc, on a fait des ajustements concernant ce calendrier suite à leur retour. Et on a eu aussi des retours sur lesquels on n'a pas répondu, qui étaient en fait plus disciplinaires, mais qui nécessiteraient des chantiers plus importants, qu'on mettra peut-être en œuvre plus tard. Je me tourne vers Manuel. Et notamment, ils auraient eu envie en fait de trouver dans ce module de méthodo, ou en tout cas quelque part dans la formation, quelque chose qui ressemblerait à une mind map en commençant cette formation, quelle base je devrais avoir, et pour telle base, où est-ce que je pourrais avoir l'information, quel lien, où est-ce que je pourrais aller m'auto-former si je pense que j'ai pas suffisamment les bases, et donc quelque chose de type mind map, puisque ça peut aller relativement loin pour retrouver ces bases suivant les personnes. Voilà. Et donc, un outil de type Uniciel ou la plateforme qu'on vient de voir pourrait évidemment convenir, parce qu'on pourrait imaginer même jusqu'au test de positionnement pour se dire, est-ce que, bon, il faut telle notion, est-ce que je l'ai, voilà. Et si je ne l'ai pas, parce que ne pas l'avoir, il faut quand même pouvoir rebondir et se former si on n'a pas cette notion requise. Je reviens juste sur un point, parce que je pense que ça peut être intéressant de le mettre en perspective. Ce qui est intéressant, c'est que, en gros, on a un module qui est donné comme un préalable, mais qui n'est pas totalement inscrit dans le dispositif, hein. Il est un peu en amont, hein, donc c'est un élément plus. Et en gros, le retour qu'on a eu, c'est qu'on voudrait que le dispositif l'intègre de façon globale. Et cette notion, ce qui a été bien explicité sur le quoi réviser, etc., ça nous interpellait, parce que du coup, ça veut dire que ça va être diffusé dans chaque contenu. C'est un peu ce que Hubert proposait ce matin spontanément, en disant, ouais, pratique, je fais un syllabus, j'explicite, etc. Et voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que la demande, elle n'est pas simplement d'avoir une méthode de travail comme ça, globale, par étudiant, mais aussi qu'elle soit déclinée et portée par la structure de formation. C'est difficile, parce que du coup, c'est un travail, il faut interpeller les enseignants, enfin voilà. Mais voilà, c'est intéressant de revoir ce retour par des gens qui, je dois le dire, étaient déjà très, très autonomes, parce que pour concilier les activités qu'ils avaient et le travail d'une licence en physique, c'est déjà des gens qui étaient un peu au-dessus de la moyenne, en termes de capacité d'autodidactie, hein, je suppose. Voilà, c'est intéressant que ça ressorte là. Je voulais juste le faire pointer, parce que je pense que c'est intéressant pour montrer que dans nos dispositifs, il y a un lien, et que ces fameux modules 0, ils concernent aussi chaque ancrage disciplinaire, je pense. Hein. Voilà. Et c'était aussi, enfin, quelque part surprenant, parce qu'on avait sélectionné des étudiants, donc clairement au-dessus du lot pour tester le module, et leur retour était que, parce qu'on leur a quand même posé la question, est-ce que vous pensez que ce module peut être utile à des gens comme vous, donc déjà organisés, qui savent pourquoi ils sont là, puisque dans le module de méthodo, il y a aussi tout un tas de questions qui s'adressent à la question de la motivation. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que sans cette motivation, on n'arrive souvent à rien. Ça a été aussi mentionné ce matin. En principe, ils savent pourquoi ils sont là, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas non plus. Donc, ce module de méthodo repose cette question-là, et il est intéressant aussi pour ça. Et en fait, la réponse était oui pour les deux. C'est-à-dire que, en fait, peut-être on sait ça, on a l'impression de le savoir, mais en fait, c'est bien de se replonger et d'avoir ces bases, et les questionnaires. Alors bon, les fiches plus didactiques. Pardon. Ensuite, c'est simplement, ça pour le micro. C'est simplement la structure du module. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est très intéressant. On a classiquement l'interpellation, hein, pour créer le ressenti du besoin, hein, puisque quelquefois, là, on était sur des gens qui ressentaient quand même le besoin, parce que la formation à distance le montre, mais des fois, ils ont l'impression, notamment pour ceux qui suivent une formation à distance, juste en sortant de la formation initiale, d'avoir déjà leur acquis
parce qu'ils ont réussi le bac tout simplement. Donc, rappeler que c'est quand même pas tout à fait acquis au départ, bien leur faire prendre conscience. Ensuite, on a des fiches de synthèse, on le répète, hein, on est plutôt sur des modules d'auto-formation, donc assez courts hein, sur le sujet. Des vidéos quand il faut aller plus loin, ça a déjà été évoqué ce matin, pour aller plus loin et être plus efficient, tout en conservant l'écrit hein, majoritairement, mais des vidéos en complément. Puis ensuite, des exercices, des activités, et notamment des éléments d'appropriation qui, dans le déploiement classique du module, quand il est fait par les universités, là où il y a une vraie valeur ajoutée, c'est quand du coup, c'est relié par des formes d'ateliers. Par exemple, il y a quelqu'un de Nantes, Nantes le fait déjà pas mal, ce genre de choses, sous forme d'atelier présentiel, hein, dans une hybridation du dispositif. Voilà, nous présente donc une démarche assez classique hein, au départ. Sur la diffusion, on est resté ce qu'on est, hein, c'est-à-dire un organisme de mutualisation. Donc, on diffuse sur la plateforme, c'est libre, entre guillemets. Voilà. Je te laisse parler pour le centre. Donc, nous, de notre côté, le module n'est pas obligatoire. Hein. Il est par contre fortement recommandé. Et en début d'année, les responsables de formation le promeuvent en envoyant un message aux étudiants en leur disant qu'on leur recommande fortement ce module. Donc, il est envoyé sous forme de lien et les étudiants sont donc renvoyés sur la plateforme d'Uniciel et on leur recommande de faire ce module de formation qui est libre, non noté. Et voilà. Et la diffusion, du coup, diffusion par la FIED, par la plateforme Passe EAD, c'est là où on se rend compte et on se croise entre acteurs, en fait, hein, tout simplement, sur le sujet, parce que toujours pareil, hein, plus on multiplie les moyens de diffusion, le mieux c'est. Donc, c'est la deuxième année qu'on propose cette activité à nos étudiants. L'an passé, on a eu 136 étudiants qui se sont connectés. Donc, alors, on ne sait pas exactement, enfin, j'ai pas regardé en détail à quel niveau étaient ces étudiants. Ça correspond à peu près à mon nombre d'étudiants en première année. Cette année, un petit peu moins. Sur ces étudiants, 198 avaient terminé au moins un test d'auto-positionnement et 14 avaient réalisé l'intégralité des tests et exercices, donc ils sont quand même extrêmement nombreux. Je n'ai pas fait le total de tout ça. Ce qui correspond à un élément qu'on a déjà cité ce matin, hein, c'est-à-dire le besoin de personnaliser son dispositif de formation et de ressentir. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a pris que ceux qui avaient fait au moins un test pour éviter ceux qui vont jeter un coup d'œil et s'arrêter, parce que voilà, ils estiment pas avoir besoin. Et après, normalement, théoriquement, personne n'a besoin de faire la totalité, hein, puisque chacun détermine ses besoins. Donc là, 14, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Je pense que soit c'est des gens très inquiets, soit c'est des gens qui ont vraiment conscience de leurs lacunes. Je pense que c'est plutôt des gens très inquiets en général qui font ce genre de choses. Mais voilà, donc c'était intéressant, d'autant plus qu'on s'était vraiment posé la question avec Sabine au départ, puisque du coup, la prescription, vous voyez, elle n'est pas très très forte non plus. Hein, c'est une incitation plus qu'une obligation dans le parcours. Donc, on s'était dit, ça peut être très variable. Mais ça, c'était intéressant de voir qu'on choisit et qu'on picore à l'intérieur. On vous a mis pour l'anecdote, 33 participants se sont inscrits avec une adresse universitaire. Ils pensent vraiment encore comme des adultes et du coup, pas comme des étudiants. Voilà, alors, on fait comme, juste un petit mot, du coup, on fait comme Tours. On met toujours un petit module d'enquête sur le sujet, tout simplement. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, c'est des retours sur 15. Hein. Je suis désolé, les chiffres sont ce qu'ils sont. Hein. Voilà, bon. Évidemment, quand on fait des stats avec 15 évaluations, c'est un petit peu difficile. Moi qui suis scientifique, j'ai un peu de mal. Mais bon, voilà. Donc, on peut dire que globalement, ils sont satisfaits. Plus que ça, c'est difficile. Et en tout cas, les petits messages qu'ils ont laissés montrent qu'ils sont contents du dispositif. Par contre, je peux donner peut-être des éléments sur les mises en œuvre sur le dispositif plus globalement par ailleurs, où il y a clairement des étudiants qui passent à côté, hein, qui ne ressentent pas ce besoin de méthode ou de démarche. Voilà, donc c'est très clair. Mais je fais un lien avec quelque chose qui m'a un peu marqué.
Alors, c'est un thème, c'était le thème des JPES. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, l'expérience étudiante, c'est le sentiment d'avoir été accueilli et d'avoir été entendu et accompagné sur le sujet. Ça ressort. D'accord. Ça ressort très fortement à chaque fois. Donc ça, je pense que c'est important. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils utilisent pleinement le dispositif. Hein, vous voyez, souvent, c'est dans les différentes universités, il y a Avignon qui l'utilise, voilà, il y a plein de gens ici qui l'utilisent aussi. Mais il y a ce sentiment d'être accompagné, d'avoir une perception positive de l'établissement qui s'occupe d'eux, et ce, dès le départ. Donc ça, c'est un élément, je pense, fort dans leur sentiment dans leur... c'est peut-être une réassurance, je ne sais pas quel est le mot exact, mais voilà, il y a ce sentiment-là qui est plutôt positif. Tu veux peut-être redire ? Je pense qu'effectivement, donc on a commencé cette année à essayer de personnaliser un petit peu plus. On a en tout cas un des responsables de formation qui a fait une journée d'accueil en ligne. Et je pense que ça a été assez apprécié par les étudiants. Et au lieu de faire un message d'accueil ou une vidéo d'accueil pour nos étudiants, qui a fait une visio d'accueil pour présenter la formation, comment ça allait se dérouler, etc. Et voilà, quand tu parles d'accueil, au lieu de présenter tout ça sur une page Moodle ou une vidéo, il a proposé une visio et les étudiants finalement étaient assez contents d'être accueillis en direct pour pouvoir poser leurs questions. Voilà. Et finalement, c'est des petites choses qui ne sont pas extrêmement coûteuses, qui commencent à créer le lien, qui peuvent être intéressantes. C'est la place pour les questions. Merci. J'ai des questions. Ce ne sont pas toujours les étudiants qui ont besoin de ce dispositif qui participent. Ce ne sont pas toujours les étudiants qui ont vraiment besoin de ce dispositif qui participent. Et ceux qui n'en ressentent pas le besoin, qui sont potentiellement le public visé. Je peux répondre sur ça, parce que c'est une de nos problématiques de fond sur Initial, parce qu'on fait beaucoup de transition ici à l'université, beaucoup de lutte contre l'échec. Vous avez totalement raison. S'il n'y a pas une médiation humaine derrière, évidemment, ce sont toujours ceux qui sont les plus avancés qui utilisent l'ensemble des dispositifs. C'est évident. D'où on dit toujours, le numérique, c'est bien, mais ce n'est pas un outil miracle. Il faut de l'humain derrière. Enfin, toutes les démonstrations ce matin l'ont bien montré, donc on n'a pas besoin de vous convaincre sur le sujet. Mais évidemment, la médiation humaine va faire la différence. Et une médiation humaine sur le domaine des méthodologies de travail universitaire qui est complexe, parce que ce n'est pas un enseignement, la méthodologie de travail universitaire. C'est une formation. Il faut un profil de formateur et pas un profil d'enseignant. On n'enseigne pas la littératie, on enseigne le changement de comportement. On enseigne un accompagnement de changement. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Et généralement, pour être tout à fait clair, les MTU, ce n'est pas souvent ce qui est le plus couru demandé. Donc, on le donne quelquefois aux collègues qui n'ont pas leur nombre d'heures. Vous voyez, donc c'est encore plus difficile. Donc, déjà, si on fait ça, ça va être très, très compliqué. Donc, en effet, oui, vous avez tout à fait raison. S'il n'y a pas de médiation humaine, c'est problématique comme toujours. On a essayé quelque chose pour information. Vous pourriez peut-être tenter, si jamais vous êtes bloqué, c'est d'utiliser l'association étudiante locale. Nous, on a de la chance d'avoir des associations disciplinaires en sciences qui font d'ailleurs leur propre tutorat, d'ailleurs, entre guillemets. Et ça peut être intéressant aussi de relayer avec ces gens-là, parce que du coup, ils ont une accroche, ils parlent mieux étudiants, quoi, simplement. Voilà. Donc, ça peut être aussi une piste. C'est pas le mieux, ça serait que ce soit institutionnalisé, mais bon. Voilà. Donc, oui. Quelqu'un qui est d'accord, et c'est pour ça qu'il insiste pour faire la MTU. Bah oui. Oui, juste pour rebondir, Manuel, tu parlais des JPES, effectivement, sur l'expérience étudiante. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'une expérience d'apprentissage, qui plus est une expérience d'apprentissage réussie, c'est avant tout une expérience de vie réussie.
Et quand on fait tout ce qu'il y a en dehors du disciplinaire, on s'occupe de l'expérience de vie et c'est super important pour mieux aborder le disciplinaire et toutes les compétences qu'on veut transmettre aussi, y compris celles transversales et tout ça. Donc, on a toujours un intérêt à s'occuper des autres, effectivement. Il faut être dans l'humain. La formation, c'est peut-être pas si éloigné des métiers du care. Et en tout cas, être dans le contact et dans le rapport aux autres, c'est aider à faire des expériences de vie plus qualitatives. Toujours, en plus, enfin, moi, il y a un sujet qui m'a toujours interpellé, c'est que quand on fait une formation à distance, il faut avoir une sacrée volonté. Il faut avoir envie, et généralement, ça part d'une expérience de vie. Je veux dire, il y a toujours un moteur qui est fort, en général, et c'est ça qui est important pour nous, c'est de le comprendre. C'est-à-dire, on ne gère pas des individus comme les autres, on gère des individus qui ont une envie de réussir quelque chose. Après, ils décrochent pas, c'est compliqué comme histoire, hein, tout ça à gérer. Et voilà, donc nous, enfin, tous ceux qui font de la formation à distance sont obligés de le prendre en compte. On n'a pas une masse, même si on nous a reproché pendant longtemps de gérer une masse indistincte, etc., etc. En fait, c'est juste, on sait que ce qui fait réussir dans une formation à distance, c'est le tutorat, c'est l'intégration de tous les éléments, c'est-à-dire, à nouveau, le fait qu'on soit en capacité de répondre aux besoins individualisés. Tout ça a été largement évoqué. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que je pense que nous, on est obligé de le faire. Ce que tu as sorti ce matin était très, très bien sur... on a fait de la continuité pédagogique. En fait, on a fait de la présentiel à distance et pas de la formation à distance. Et ça nous fait du mal parce que tout ce qu'on avait fait sur le sujet, tout ce qui a été écrit, a quelquefois été redécouvert alors qu'il aurait pu être mutualisé. Ça en passe encore, mais souvent, n'a pas été fait. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, les collègues, en effet, ont une vision négative alors qu'on a les éléments pour pouvoir rebondir sur le sujet. Et puis même, culturellement, je pense qu'il faut expliquer qu'on a tort d'opposer la distance à la présence. Ça peut être deux régimes qui sont complètement associés et pensés dans des scénarisations. Parce qu'après tout, on parlait ce matin de la présence à distance, mais présence-distance, ce n'est pas la même opposition synchrone-asynchrone. Et puis, je vais te donner un dernier exemple, ça ne surprendra personne. Un exemple de dispositif qui mixte présence et distance de manière tout à fait intéressante. Ah oui, c'est clair. Donc, voilà, il ne faut pas opposer la présence et la distance. D'autres questions? Oui, moi, j'en aurais une. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque et puis un témoignage. Et puis après, vous rebondirez sans doute dessus pour aller conforter un peu ce que tu disais sur la nécessité de l'accompagnement. L'usage qu'à Paris 8, on a de ce type de ressources, c'est des utiliser comme des trousses à outils pour les tuteurs. En fait, le diagnostic initial de nécessité de remédiation, il est souvent posé par les tuteurs et qui se trouve quand alors, on peut bien sûr les former, mais qui se trouvent parfois un peu démunis en matière de ressources. Ouais. Et toutes ces ressources-là constituent des vraies trousses à outils. On dit à l'étudiant, là, tu as une difficulté, manifestement, là, tu t'en sors pas. Écoute, va voir ça, regarde ça, fais les tests d'autopositionnement, et puis tu vas rebondir là-dessus. Je pense qu'effectivement, cette articulation entre un tutorat qui accompagne, y compris dans la dimension diagnostique, les difficultés que peuvent avoir les étudiants, et puis la remédiation qu'on peut leur proposer à travers ces outils-là, sont tout à fait complémentaires. Voilà, et pour rebondir sur ce que disait Marc Briot dans le chat, il faut suivre le passeport EAD V3. Il y a une question au fond. Faut que tu te lèves là. Je pense que tu n'as pas le bras si long. Ou alors tu es très bon au lancer. Pour ceux qui sont à distance. Il faut être bon à la réception aussi. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, donc, ce module de formation qui s'adresse, donc de méthodologie de travail universitaire qui s'adresse aux personnes, aux étudiants en reprise d'études, est-ce qu'il y aura des liens qui seront faits avec le projet de la FIED sur le... C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. En fait, c'est dedans. C'est dedans. On l'a reversé. On avait fait un premier travail de mise à disposition, on a reversé à l'intérieur. Dans le cadre du passeport EAD. Le passeport EAD. Oui, là, je parle d'autre chose. Dans le jeu sérieux. Ouais, le projet de jeu sérieux. Jean-Marc. Un cours de constitution qui vise à faire un jeu sérieux autour de la méthodologie. D'accord. Non, on n'y est pas associé pour l'instant. C'était un escape. Oui, c'était. Alors, l'idée de départ.
Oui, moi, je voulais poser une question par rapport au tutorat et à la place des tuteurs. Quelle possibilité s'offre à vous dans les universités de la place des tuteurs dans l'accompagnement des étudiants? Quel cadre on leur propose? Quelle reconnaissance on leur propose? Quelle formation on leur propose? Alors, moi, j'en ai pas, comme ça, c'est réglé. J'en aurais un aussi. Bah, t'en as un, l'élément de réponse est sur la formation. Il y a une formation, c'est un MOOC sur France Université Numérique qui a été créé par le ministère, qui s'appelle « Je suis tuteur de l'enseignement supérieur ». Première session cette année qui a été jouée à 4500 inscrits et on recommence dès septembre prochain. Alors, cet élément de formation est effectivement tout à fait essentiel, d'abord parce que les tuteurs sont effectivement, on a un grand turnover dans les tuteurs qui ne restent pas très longtemps dans la fonction, mais quand on a la chance qu'ils restent un petit peu, c'est le cas pour certaines de nos étudiants, on a essentiellement des filles sur ces fonctions-là, je ne sais pas pourquoi, on peut s'appuyer sur elles pour former les suivants. Ce transfert, cette transmission d'expérience est tout à fait essentielle. Et puis, je l'ai expérimenté puisqu'on a construit avec ces tutrices le cours de méthodologie du travail universitaire pour l'Institut d'enseignement à distance. On peut aussi s'appuyer sur l'expertise qu'ils ont développée à travers leur tutorat et donc valoriser de cette manière-là leur travail de façon très concrète, puisqu'on leur demande de nous donner les trucs qu'ils ont utilisés avec les étudiants pour les aider à surmonter leurs difficultés. L'autre point que je voulais apporter sur le tutorat, c'est que je pense, si on se situe dans le cadre de la FIED, qu'en fait, il y a deux problématiques assez différentes. La première problématique, c'est celle du tuteur, entre guillemets, professionnel. Ce n'est pas un tuteur étudiant, hein, c'est peu importe son statut. Il peut avoir des statuts extrêmement divers. Depuis les travaux de Vivien Guigman, on sait que voilà, s'il n'y a pas un super enseignant comme Hubert, il faut un tuteur, généralement, pour fluidifier. Et voilà. Bon, tout ça a été fait depuis longtemps. Il se pose le problème de modèle économique et aussi du statut de ces gens-là, parce que ce n'est généralement pas des enseignants classiques, hein, c'est soit d'anciens étudiants ayant suivi la formation, c'est souvent les meilleurs tuteurs, d'ailleurs, ils ont l'habitude, etc. Enfin, sous d'autres formes, en tout cas. Donc, voilà. Là, je pense qu'on est sur un tutorat qui, malheureusement, disparaît, au même titre que la structure classique de l'enseignement à distance. Donc, voilà, puisqu'on est de plus en plus sur l'enseignement autonome, parce qu'on a des outils de communication, etc. Sauf que, bon, bah, voilà, c'est un modèle dont on sait qu'il est très aléatoire, qu'il dépend de chaque enseignant. Donc, on est passé d'un modèle peut-être trop homogène à peut-être un modèle un peu trop hétérogène en termes de qualité globale. Ça, on pourra se discuter, hein, c'est des choix. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on fait croire que les outils, mais ça a été dit très bien par nos amis suisses, hein, un assistant, ça change tout par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier point. Et bah, grâce au ministère, par le biais des financements, par le biais de la formation et par le biais de l'accompagnement, il y a maintenant une mise en place du tutorat en formation initiale. De façon massive, nous, on peut vous dire qu'il y a 3-4 ans, on travaillait avec les associations étudiantes et il n'y avait rien, pas grand-chose. Maintenant, il y a pratiquement dans toutes les universités, et Thierry Donchini ici présent, travaille sur le sujet pour intégrer, développer le tutorat au niveau des 5 universités de Hauts-de-France. Donc, vous voyez, on a vraiment une prise de conscience de ça. Des actions sur le tutorat qui se mettent en place avec le tutorat étudiant. Mais il ne faut pas tout à fait confondre, ce n'est pas tout à fait le même métier. Donc voilà, je pense que du coup, ça peut être un peu embêtant parce que du coup, encore une fois, on risque de nous oublier un petit peu sur notre spécificité formation à distance. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on passe aux ateliers. Voilà, merci à tous pour vos questions, vos interventions.